Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien et bienvenue à notre première, la première de cette édition automnale de 2023, la première d'une série d'exploration de trois qui toujours porte sur le mentorat inclusif qui vous est propulsé par l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec. Alors, histoire de mettre la table, nous sommes vos co-animateurs ici présents, ma collègue Jennifer Petrella, experte en mentorat, ainsi que moi-même, Joël Nawège. Alors, ça fait plaisir de vous revoir et de savoir que vous tenez toujours à vous informer, à faire vivre les valeurs du mentorat à travers les différentes activités de l'accélérateur mentoral ainsi que de Mentorat Québec. Alors, aujourd'hui, tel que mentionné, ça va être une série, la première exploration d'une série de trois. On vous invite déjà à mettre à l'agenda à suivre notre page sur les réseaux sociaux, que ce soit autant LinkedIn que ce soit sur Facebook. Et il y a une prochaine exploration qui va venir en novembre et une troisième qui sera en début décembre aussi. Et on rappelle à tout le monde, à toutes et tous, que ces séances sont enregistrées pour le bénéfice des gens qui ne pourront pas être des nôtres. Vous pouvez toujours rattraper la chose en devenant membre de Mentorat Québec. Et puis, vous avez accès à l'espace membre où est-ce que vous pouvez trouver une panoplie d'informations, de contenu, autant de nos balados. Et puis, ça vous permet aussi entre deux activités le soir, vous pouvez écouter en différé, en rediffusion, le beau contenu ici présenté. Alors, aujourd'hui, le sujet est fort intéressant. On va parler du mentorat pour les nouveaux et nouvelles arrivantes. Comment est-ce que cette pratique peut être appelée à aider à l'inclusion, l'intégration des personnes nouvellement arrivées? Alors, juste pour histoire de mettre la table, selon le dernier recensement fédéral, 23% de la population canadienne en 2021 se composait d'immigrants et immigrantes. Et d'ici 20 ans, environ 52% de la population sera des immigrants ou encore les enfants d'immigrants. Et 2 Canadiens sur 5 feront partie d'un groupe dit racisé. Alors, nous savons aussi que ces populations n'ont pas accès aux mêmes opportunités et ne bénéficient pas nécessairement de la même réalité que la population dite natale. Alors, par exemple, en 2023, l'écart salarial entre les personnes immigrantes au Québec et la population dite née ici était de presque 2 dollars de l'heure, une différence qui se traduit à 64 dollars par semaine ou encore 3 000 dollars par année, ce qui n'est pas négligeable non nécessairement et surtout par les temps qui courent avec l'inflation. Alors, quel est le rôle du mentorat dans ce contexte? En quelle mesure est-ce que ça peut agir comme étant un levier justement pour niveler en quelque sorte et égaliser les chances des personnes immigrantes à obtenir et à avancer dans leur travail, dans leur propulsion, autant professionnelle que sociale, de manière à ce que ça convienne au champ de compétences et à toute leur volonté de faire partie de la population dite active, ainsi que de permettre de se sentir plus largement chez soi, de développer justement ce sentiment d'appartenance. Est-ce que le mentorat, justement, est plus utile à certains stades d'intégration d'une personne nouvellement arrivée que d'autres et à certains aspects de la vie? Comment est-ce que le mentorat peut venir aider, propulser, mettre quelqu'un de l'avant? Alors, certaines questions qu'on va mettre de l'avant avec nos deux panélistes qu'on va vous présenter dans un bref instant. Mais juste avant, histoire de pouvoir vous illustrer la nomenclature pour celles et ceux qui seraient nouvellement arrivés dans le champ gravitationnel de l'accélérateur mentoral, nos explorations se composent toujours de la même façon. On a une petite présentation de l'accélérateur mentoral, des panélistes par la suite qui viennent donner de leur temps et de leur expérience et expertise. Par la suite, 32 minutes d'entrevue avec nos panélistes, 15 minutes de questions de vous, cher auditoire. Alors, on va vous inviter par la suite à utiliser la fonction chat pour questions, commentaires, suggestions à cet effet. Et par la suite, c'est ce qui conclura notre première exploration automnale d'une série de trois. On vous rappelle, devenez membre pour avoir accès à la panoplie de contenu de l'accélérateur mentoral. Et puis, par la suite, c'est ce qui va conclure notre période de dîner que nous partageons ensemble pour cette exploration sur le mentorat comme levier d'intégration des personnes nouvellement arrivantes. Alors, pour ainsi faire, j'inviterai ma collègue Jennifer Petrella à nous élucider qu'est-ce que l'accélérateur mentoral concrètement. Jennifer? Merci beaucoup, Joanne. Alors, c'est la question que j'adore. Ça me permet de vous parler de l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec. Donc, c'est un programme qui est en place depuis 2019. On est financé par le secrétariat de la condition féminine du Québec, qui, comme nous, croit au mentorat inclusif comme moyen d'attirer et retenir les talents dans des milieux à prédominance masculine. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, l'accélérateur? Donc, il y a bien sûr cette série d'explorations que nous mettons en balado pour rediffuser sur Spotify, sur Google Play, tout ça. On a aussi des capsules vidéo sur les meilleures pratiques en mentorat inclusif. Donc, on vient de lancer une nouvelle série, Bon, mauvais mentor. C'est très drôle.
Vous allez nous retrouver, moi, Joël et notre collègue Marika, pour vous illustrer quelques astuces et choses à éviter. Ensuite, on a un très beau programme qui s'appelle le parcours d'accompagnement dans l'implantation d'un programme de mentorat inclusif. On prend une cohorte d'entreprise ou d'association, puis au cours d'un curriculum qui dure 15 heures, on les aide à implanter, à construire tous les outils nécessaires pour implanter un programme de mentorat inclusif dans l'art de la chose. On fait aussi des conférences en entreprise et bien sûr, dans peu de temps, il y aura le mois de mentorat. Donc, le mois de janvier, c'est le mois de mentorat et on participe avec Mentorat Québec à toute une foule d'activités. Voilà pour l'accélérateur, Joël. Merci beaucoup, Jennifer, très apprécié. Alors, vous êtes maintenant mise au parfum par rapport à ce qu'est l'accélérateur mentoral. Et sans plus tarder, je procéderai à la présentation de nos deux panélistes aujourd'hui, alors qui vient justement nous parler de notre thématique du mentorat pour l'inclusion des nouveaux et nouvelles arrivantes. Alors, nous avons avec nous, par ce bon midi aujourd'hui, mercredi 25 octobre 2023, Madame Catherine Boungia, qui est ingénieure spécialisée en technologie de l'information et présidente fondatrice de Strategy 6. On dit très bien Strategy 6, une entreprise de services conseils stratégiques basée à Montréal, membre du comité jeune de FinTech Montréal et présidente de la commission politique du Parti libéral du Québec. Madame Boungia est mentor au sein de l'organisation communautaire L'Hirondelle qui, depuis 1978, facilite l'intégration, l'insertion des personnes immigrantes dans le marché du travail montréalais. Toujours à la recherche de solutions conciliant progrès social, économie et développement durable, Mme Boungia démarre actuellement un nouveau projet promouvant la littératie financière numérique, notamment auprès des nouveaux et nouvelles arrivantes. Mme Boungia, merci d'être avec nous ce midi. Merci, je serais content d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, en deuxième lieu, nous avons Mme Catherine Klein, diplômée en ingénierie électronique en France. Mme Klein est aujourd'hui analyste en finance dans le secteur manufacturier. Elle immigre au Québec en 2007 et se fait mentorer au sein de l'association Franco-Génie, réseau québécois des professionnels et professionnelles du génie issus de l'immigration. Prise par la piqûre du mentorat, parce que le mentorat, c'est contagieux dans le bon sens. Alors, prise par la piqûre du mentorat, Mme Klein est devenue à son tour mentor et co-anime également le programme de mentorat de l'association dont elle fut présidente de 2014 à 2018. Madame Klein, merci d'être des nôtres. Merci à vous et ça me fait vraiment très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, le plaisir est partagé. Alors, pour ainsi faire, on va débuter avec la période d'entrevue. Je laisserai la parole à ma collègue Jennifer pour ouvrir le bal pour les premières séries de questions. Excellent. Merci beaucoup, Joël. Donc, première série de questions s'adresse à Mme Klein de Franco-Génie. Donc, on a regardé les documents, l'explication du programme que vous donnez à vos mentors chez Franco-Génie. J'aimerais commencer en vous félicitant, Mme Klein, parce que Franco-Génie, c'est composé exclusivement de bénévoles. Et vous avez monté un programme de mentorat vraiment qui a des très, très bonnes retombées. Alors, je vous en félicite. Donc, vous guidez vos mentors bénévoles à travers le déroulement de la relation mentorale. Vous parlez d'une première rencontre où on fait connaissance. Donc, ça, c'est très typique des programmes de mentorat. On suggère souvent ça pour la première rencontre. Ensuite, la deuxième rencontre, vous êtes très, très structuré. Vous allez tout de suite dans la simulation d'entrevue. Donc, vous proposez à vos mentors de faire une simulation d'entrevue avec la mentorée. J'étais fascinée par cette emphase directe dans l'entrevue. En premier lieu, ça souligne pour moi l'importance que les programmes de mentorat s'adaptent à leur public. Parce que c'est pas évident qu'on va donner le consigne de traiter d'un sujet aussi précis lors du deuxième entrevue. Souvent, les programmes de mentorat vont dire là, on va creuser dans les objectifs du mentoré, on va aller se pointer sur leurs objectifs. Mais non, vous êtes directif. Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez premièrement comment est-ce que Franco-Génie est arrivé sur cette piste et deuxièmement, en quoi l'entrevue est particulièrement révélatrice sur la compréhension du marché du travail, en quoi elle serait importante pour l'intégration et l'inclusion de la personne nouvelle arrivante? Alors, en fait, notre approche, en fait, c'est vraiment le résultat de nos expériences individuelles d'intégration.
nos entrevues qu'on a ratées ou celles qu'on a trouvées vraiment difficiles, puis nos expériences professionnelles aussi, à notre tour, quand on a fait passer des entrevues en entreprise au Québec, par exemple. Et en fait, cette approche, elle a été vraiment élaborée par plusieurs membres, autant des mentors que des mentorés, puis améliorée avec le temps. Puis pour former, essayer de former une progression qui nous paraissait logique et efficace, en fait. Et notamment avec les objectifs de s'y retrouver rapidement dans le monde des affaires, ici, puis décrocher un emploi parce que c'était l'objectif exprimé par la plupart, en fait, de nouveaux membres. Alors, les différentes étapes, en fait, cette approche-là, elles sont au nombre de quatre. Puis je dirais que les trois premières, finalement, c'est vraiment ce qu'on a considéré comme des étapes clés, puis qui forment un tout, toujours selon notre expérience, bien sûr. Alors, la première, effectivement, comme vous le disiez, en fait, c'est la rencontre initiale pour faire connaissance, puis fixer ensemble des objectifs, des attentes. Évidemment, en fonction de cette rencontre-là, ben, quelqu'un qui n'aurait pas pour objectif de décrocher un emploi au Québec, on va lui proposer tout à fait autre chose, on s'entend. Mais pour la plupart des autres, finalement, la deuxième étape, c'est ça, c'est l'entrevue simulée et son débriefing. Puis l'intérêt, il est évidemment, bien sûr, dans le débriefing aussi, ou qui va permettre finalement d'identifier, grosso modo, les premières corrections qu'on pourrait apporter finalement à l'issue de cette expérience d'entrevue simulée. La troisième étape, c'est une ou deux rencontres avec des professionnels du secteur qui sont privilégiés par le ou la mentorée. Alors, afin de finalement de les interviewer sur leur secteur, sur la dynamique de ce secteur, sur les intervenants, sur les opportunités éventuelles. Alors, ces rencontres-là, c'est des rencontres d'information. Et puis, elles sont menées par les personnes mentorées. Et c'est évidemment pas des entrevues d'embauche, vraiment des rencontres d'information. Puis enfin, la quatrième étape, ce sont les rencontres de suivi qui sont finalement réalisées à la demande des mentorés. Alors, si on revient un tout petit peu sur l'entrevue simulée, c'est vraiment une mise en situation finalement. Et ce qu'on attend de cette mise en situation, ce qu'elle permet, c'est d'une part de faire découvrir ce que les recruteurs finalement recherchent ici. Par exemple, il faut pouvoir expliquer ce que notre formation, et non pas le diplôme que personne ne connaît ici finalement, peut apporter finalement au sein d'une entreprise. Ça permet par exemple de faire ressortir les expériences vécues, la mise en valeur d'expériences de terrain à travers des stages ou des jobs à l'étranger, par exemple ou aussi des activités en dehors, extra-professionnelles finalement. Donc, par exemple, le leadership qu'on a pu démontrer parce qu'on était capitaine d'une équipe de rugby. Mais cette entrevue aussi simulée, c'est aussi un révélateur finalement des différences de la culture de travail. Parce que finalement, par le biais des questions qui sont posées lors de l'entrevue, par le biais de l'attitude, par exemple, de l'intervieweur et de l'attitude de l'interviewé. Ici, pour donner un exemple, les intervieweurs en entrevue sont souvent très enthousiastes et c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué quand on vient d'un autre pays. Et puis les interviewés sont aussi parfois quand on vient de certains pays, souvent en demande, et on pourrait dire des fois les entrevues ne paraissent pas très équilibrées dans la relation en fait entre intervieweur et interviewé. Voilà ce genre de choses finalement. Excusez-moi, Oui, je t'arrête, Catherine. Je ne comprends pas votre dernier point, du point de vue de l'entrevue. finalement le fait qu'il soit souvent en demande, vous voulez Oui, dire? oui, qu'est-ce que vous Oui, voulez le dire? fait que finalement il est, j'allais dire, un peu attentiste et va peut-être se contenter de répondre aux questions de l'intervieweur, par exemple. Mhm. Euh, bien qu'encore, c'est des choses qui changent, hein, on le voit aujourd'hui parce que le marché du travail est différent de ce qu'il était il y a quelques années. Puis les relations, des fois, dans les interviews, dans les entrevues d'embauche, sont un peu différentes aujourd'hui, là. C'est pour cette année, par exemple, ou ces dernières années. Mhm, mhm. Mais c'est vraiment des révélateurs déjà de la façon différente des fois d'aborder le marché du travail. Puis enfin, finalement, cette entrevue simulée, et en particulier le débriefing qui le suit, en fait, c'est l'occasion finalement de comparer puis d'échanger sur les perceptions respectives que le mentor a
le ou la mentor que le ou la mentoré ont finalement, relative à cette expérience, finalement. Qu'est-ce qui a surpris la mentorée? Qu'est-ce qui l'a éventuellement déstabilisé? Euh, Quels étaient les points forts? Quels étaient les points plus faibles qui ont été décelés par les uns et les autres? Oui, Est-ce que vous pensez que ce debriefing pourrait être fait aussi efficacement si le mentor ou la mentor n'avait pas passé par ces étapes. oui, elle-même? Alors, c'est sûr qu'il y a comme un prisme, en fait, puis aussi des similitudes, certainement, notamment quand les mentors et mentorés proviennent de, on va dire, de la même région du monde, au moins, ou ont un peu les mêmes expériences. Ben, ça facilite beaucoup, j'allais dire, la compréhension mutuelle. On a tendance à parler un peu le même langage aussi. Donc, c'est sûr, c'est un facilitateur, j'allais dire. Mais je crois que l'ouverture d'esprit aussi de chacun permet aussi à des mentors et des mentorés qui n'ont pas vécu les mêmes expériences de, justement, de, d'être capable de dire, ben moi, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai perçu, puis c'est quoi ta perception à toi? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce que tu penses que du coup, si on a perçu certains ressorts, certains points d'appui qui pourraient être utilisables, ou au contraire certains points faibles qui nous paraissaient à améliorer, ben, est-ce qu'on pense que ça pourrait constituer des premiers objectifs à travailler finalement pour la suite de la relation mentorale? Voilà. Excellent, merci, merci. Alors, il y a comme un rôle, justement, le mentor ou la mentor a comme un rôle, en quelque sorte, d'éducation en amont, d'avoir à, disons, éduquer ou mettre au parfum, de contextualiser, de préparer, disons, ne serait-ce que la tête pour ainsi dire, de la personne nouvellement arrivée. Si, grosso modo, je pourrais ainsi dire. Alors, vous êtes sur mute, si vous vouliez. Non, il y a un peu de ça, mais bien entendu aussi, on va laisser venir aussi, bien entendu, les attentes, parce que le but n'est pas d'être directif non plus. Ça serait certainement contre-productif. Donc, c'est sûr que l'attitude d'écoute à l'égard d'un mentoré, d'une mentorée, c'est primordial aussi. Parfait, super. Merci beaucoup, Madame Klein. Alors, Madame Boungia, histoire de rebondir là-dessus, vous qui avez déjà accompagné des personnes nouvellement arrivantes à travers l'organisation de l'Hirondelle, on serait intéressé à connaître votre impression par rapport aux éléments qui étaient listés par rapport à Francogénie. Alors, des sujets abordés avec les mentorés, on parle de la hiérarchie, le travail collaboratif en équipe, notion du service ou du service client, le réseautage, le tutoiement qui est très, très, très québécois, disons, à mettre en termes de puce à l'oreille, et puis les notions de compétence, efficacité. Alors, par rapport à ce listing-là, votre impression, est-ce que c'est des sujets dont vous, dans vos relations mentorales, dans votre expérience, est-ce que c'est des sujets que vous souhaitez aborder avec vos mentorés? Est-ce qu'on attend que ça vienne d'eux ou est-ce qu'on met la table déjà d'avance? Et puis, est-ce qu'il existe d'autres sujets que vous ajouteriez à cette liste quand même assez exhaustive? Oui, Joël, ben, en fait, je veux juste peut-être préciser un peu le contexte de mon mentorat avec l'Hirondelle. L'Hirondelle, c'est un organisme qui a des conseillers à l'emploi. Donc, c'est des personnes qui sont formées, qui ont les compétences, qui vont pouvoir accompagner les mentorés sur des aspects comme préparer le CV, peut-être réaliser aussi des simulations d'entrevue. Moi, j'interviens comme mentor bénévole, puis j'essaye de vraiment voir c'est quoi la plus-value, moi, que je peux apporter à ces mentorés. Et effectivement, la plupart des sujets, les sujets de discussion qu'on a, on parle beaucoup du milieu du travail au Québec. Parce que la plupart de ces personnes, c'est des personnes qui n'ont pas encore la fameuse expérience québécoise. Et donc, moi, j'essaye de les outiller du plus que je peux au meilleur de mes connaissances, de leur expliquer comment ça fonctionne le travail en équipe ici au Québec, qui est quand même assez différent, la relation à la hiérarchie aussi dont on parle chez Francogénie, le pouvoir du réseautage, l'important d'être aussi visible sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc, j'essaie toujours de voir, OK, c'est quoi la plus-value que j'apporte par rapport à ce que toute la formidable équipe de l'Hirondelle offre déjà. Et aussi pour les personnes avec lesquelles j'ai développé un peu plus d'affinité ou les personnes qui sont aussi un peu plus avancées dans leur démarche, parce que j'aime beaucoup ce que Catherine disait,
moi, souvent, les personnes que j'accompagne, leur objectif, c'est de trouver un emploi. Donc, c'est là que moi, je peux vous aider à trouver un emploi. Donc, pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans leur démarche, dans leur recherche, qui sont peut-être déjà en phase d'entrevue ou peut-être de négociation, moi, ce que j'aime, c'est aussi d'aborder des sujets qui sont pratico-pratiques, des choses qui vont vraiment les aider à faire un choix éclairé au-delà juste de l'aspect salaire. Et je pense que c'est très important parce que le travail qu'on choisit, ça va avoir un impact sur la qualité de vie. Donc, dans mes échanges que j'ai, et encore une fois, c'est quand les personnes sont un peu plus avancées, je vais par exemple parler du coût du transport. C'est souvent des choses que les gens, pour voir un emploi, ne vont pas voir, OK, mais c'est où par rapport à mon domicile? Est-ce que c'est à 2 heures de transport en commun? C'est quoi que le temps que je vais passer dans les transports? Souvent, j'ai du monde qui me disent, moi, je veux trouver un emploi, mais je veux aussi continuer à me former. Ben, c'est sûr que si on passe 4 heures dans les transports, euh, ça va être difficile de trouver du temps pour se former le soir, etc., etc. Donc, c'est des choses que j'aborde. Aussi quelque chose qui est souvent spécifique à certaines entreprises au Québec, c'est les politiques salariales. Souvent, il y a des entreprises qui ont déjà des grilles salariales. C'est des choses qui ont été mises en place pour éviter des conflits ou des inéquités entre les salariés. Donc, c'est important aussi pour moi de parler de ça aux gens pour qu'ils sachent c'est quoi leur marge de manœuvre aussi quand ils sont en phase d'entrevue. Donc, ce sont peut-être des sujets que j'appelle un peu bonus, là. C'est pas nécessairement typique, là, nécessairement du mentorat. Ça dépend encore une fois de la relation que j'ai avec les personnes. Mais pour moi, c'est important parce que le but, c'est pas simplement de décrocher un emploi, c'est de décrocher un emploi dans lequel on s'y plaît, qui va nous permettre de grandir humainement et de s'épanouir. Donc, voilà. C'est fascinant, Madame Bourgeois. Ce que je trouve intéressant d'ores et déjà, c'est que pour vous, comme pour Madame Klein, il y a comme de trouver un emploi, c'est un petit peu l'encre. On vient ici et puis, bon, c'est la première priorité. Puis, il y a plusieurs facettes. Donc, il y a une sécurité, bien sûr, financière, tout ça, mais il y a aussi comme un point d'ancrage, un point d'ancrage comme de sécurité psychique ou psychologique, si on veut, parce que quand on contribue, parce que dans notre société, la contribution passe souvent par le travail, puis là, on est intégré, on a des points de repère, intégration, ouais, voilà. Donc, je trouve très intéressant que dans votre expérience, c'est par là un petit peu une des portes principales, sinon la porte principale d'entrée. Cela étant dit, vous avez évoqué, Catherine Bourgeois, les aspects pratico-pratiques. Et ça me fait penser, c'est un travail d'éducation que vous faites, OK? Donc, prenez en considération le coût du transport, prenez des choses mais ce sont quand même des points communs. Vous n'avez pas dit que vous avez abordé ces questions avec une de vos mentorées. Vous le dites que vous les abordez avec vos mentorées. Donc, je me demande, est-ce que c'est le rôle, est-ce que c'est quelque chose que doivent faire les mentors dans une relation 1-à-1, ou est-ce que c'est plutôt comme une séance d'éducation auquel on devrait penser pour toutes les personnes qui viennent ici afin de trouver un emploi? Quelle est votre opinion? Je pense que ça doit être s'inscrire dans la continuité du mentorat. C'est quelque chose de connexe, mais c'est aussi quelque chose de vital parce que, ben, une fois que la personne a décroché son emploi, c'est des réalités auxquelles elle va être confrontée. Donc, pour moi, ça permet de les préparer également au mieux à ça. On ne peut pas, pour moi en tout cas, en 2023, dissocier le travail de la vie, la fameuse conciliation, là, travail, vie personnelle, c'est vraiment important. Donc, je pense que c'est des aspects qui devraient être incorporés également dans les programmes de mentorat. Oui, Absolument. oui, le pratico-pratique. Mhm. J'ai une question qui me vient tout de suite et je ne peux pas m'empêcher de vous poser tout de suite, même si c'est une question que je peux normalement, dans le fil de temps, réserver à la fin. Qu'est-ce que ça vous apporte, Catherine? Qu'est-ce que ça vous apporte de vous asseoir avec une nouvelle arrivante après l'autre, les expliquer comment ça fonctionne pour les entrevues, Madame Klein, comment ça fonctionne pour le transport, Madame Bourgeois, etc. Une fois après l'autre, ça vous demande du temps. Qu'est-ce que ça vous apporte? Allez-y, Madame Bourgeois.
Alors, écoutez, moi, c'est une expérience fascinante, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, parce que c'est une nouvelle personne, donc des fois, il faut briser la barrière, déjà, d'apprendre à se connaître. Mais c'est toujours fascinant au final pour moi, parce que des fois, c'est des personnes que j'ai l'impression de me voir à travers elles. Souvent, c'est des femmes qui sont des professionnels en technologie, et ça me permet de grandir aussi à travers elles, de partager des choses peut-être que j'aurais voulu apprendre un peu plus tôt, qui m'auraient permis de m'intégrer un peu plus facilement. Et ce que je ressens surtout quand je travaille avec ces femmes qui sont, comme je dis, souvent formidables, c'est que ça me permet de me voir, moi, pas seulement comme personne, là, juste comme simple individu, mais comme un individu qui fait partie d'un plus grand groupe. Et je parle du groupe des femmes. Parce que c'est ça, malgré les progrès de la société, on est une société qui est très avancée quand même au Québec, au Canada, tout ce qui est droit des femmes. Mais il y a quand même beaucoup de sacrifices que les femmes on doit faire pour accéder à un certain niveau dans notre carrière, on doit faire certains choix difficiles, justement, on parlait de conciliation. Et moi, ça me permet d'aborder ces sujets avec ces femmes sans être jugée, sans les étiqueter, on ne se juge pas. Euh, on grandit ensemble, ensemble on va faire évoluer la société. Et ça permet de rehausser ma propre empathie personnelle, ça me permet d'être plus à l'écoute et puis simplement de soutenir d'autres femmes dans leurs décisions. À la fin, le choix leur revient, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on se parle comme ça, souvent comme femme professionnelle, ça permet aussi de dédramatiser la situation, se dire, regarde, c'est pas toi la personne, mais c'est toi comme individu dans un groupe de femmes. On est souvent toutes confrontées à cette réalité, puis ça permet de développer, je pense, chez elles comme chez moi, une certaine résilience euh, dans l'intégration des femmes là, sur le marché du travail. Oui, oui. Une résilience parce que rappelons-nous, même ici au Canada, les femmes font beaucoup, une partie démesurée du travail à la maison, du travail de sport émotionnel autour d'eux, que ce soit à la maison ou au travail. Et puis, veut pas, ça rajoute à la charge. Donc, à la fin de la journée, quand une femme se couche, elle a plus travaillé que l'homme typique moyen dans la société. Madame Klein, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vous donner encore fois et fois après fois? En fait, moi, je le prends vraiment comme vraiment un échange d'expériences tellement intéressant. C'est, finalement, on découvre des parcours de personnes qui, comme nous, à un moment donné, ont choisi d'émigrer de leur pays, d'immigrer dans un nouveau pays. Puis parfois avec des objectifs différents. Puis c'est vraiment ça, je trouve, la richesse, c'est de partager les parcours, d'apprendre. Et puis, effectivement, comme disait Catherine Boudia, moi, j'apprécie beaucoup aussi ça. C'est si on a le sentiment, à un moment donné, d'avoir pu juste éclairer un peu les choix qu'une mentorée a à faire, ben oui, c'est juste ça. C'est tellement de satisfaction finalement voilà, il y a un petit sentiment d'utilité, oui, c'est ça bien sûr, et puis, mais c'est ça, mais surtout la richesse du partage d'expérience. Ça, je retiens beaucoup ça, en fait. Je vous pose une question comme ça, à brûle pour point, Madame Klein. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que vous avez appris d'un ou d'une mentorée qui vous a surpris, qui vous a changé la perspective, quelque chose comme ça, que vous pouvez nous raconter? Euh, mais je penserais à peut-être à une personne que j'ai effectivement mentorée, puis euh, cette personne-là a eu pas mal d'accidents de la vie. Et elle a dû vraiment batailler fort, j'allais dire. Elle s'est installée dans un premier temps en Ontario, où elle avait réussi à trouver un petit emploi. Et puis, c'est ça. Puis parmi les accidents de sa vie, ben, elle a eu à faire face en même temps et à distance à une séparation finalement familiale. Et, et elle a appris ça, elle a demandé
Ça a été le moment où elle voulait venir au Québec, s'installer au Québec, et elle a demandé, elle a rencontré Francogénie, elle nous a demandé finalement de la supporter dans sa démarche d'intégration finalement professionnelle au Québec. Et on a échangé à cette écoute. J'ai été mais stupéfaite par la résilience de cette personne qui avait vécu tellement de choses complexes, à distance, sans personne finalement, de famille, amis, proches, j'allais dire, Oui, ici. oui. Euh, à des milliers de kilomètres hein, de distance de sa famille à elle, etc. Puis vraiment une personne hein, finalement tellement épatante par toute la résilience qu'elle a montrée et puis qui lui a permis surtout de s'intégrer. Maintenant, c'est une personne qui est complètement intégrée ici au Québec et c'est ça qui est formidable, hein, c'est qu'on rencontre tellement de belles personnes en fait hein, qui ont des qualités incroyables en fait. Oui, oui, tout à fait, je vous comprends. Joël, est-ce que, je ne sais pas si toi aussi tu as une expérience que tu voudrais nous raconter, mais je te lance la balle au cas où. On ne t'entend pas. J'étais tellement emballé de répondre que j'ai oublié de me démuter. C'est une chose qui arrive. Mais moi, malheureusement, étant enfant d'immigrants venu ici en très bas âge, je ne pourrais pas dire d'avoir une expérience de mentorat qui m'a aidé, disons, comme nouvel arrivant, parce que je me considère comme quelqu'un d'ici, disons, en quelque sorte, même si justement ça a pas, ça, je dirais que le mentorat pour moi dans ce contexte-là, ça a aidé à, disons, en tissant des amitiés de manière un peu plus informelle, quand on a déménagé, disons, sur la rive sud, mais de comprendre, disons, c'était plus à l'inverse, de comprendre le Québec dit de souche qui n'était pas nécessairement le plus présent dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Alors, de tisser des amitiés, puis de comprendre les contextes, de comprendre, de comprendre le savoir-dire, le savoir-être, etc. Alors, je pense que le mentorat, moi, de manière un peu plus informelle, m'a appris à comprendre, disons, l'autre de qui t'entends parler d'une certaine façon, mais c'est toujours autre chose une fois d'être confronté. Alors, c'est là que je trouve que le mentorat pour la personne nouvellement arrivée, qui peut arriver avec un bagage, mais aussi une impression qui peut être véridique, avérée, complètement erronée ou disproportionnée de l'endroit où est-ce qu'il s'apprête à atterrir en quelque sorte. Alors moi je pense qu'eux sont comme ça, mais moi je pense qu'elles elles sont comme ci, mais finalement c'est la rencontre de ces deux entités qui est nécessaire de pouvoir, comme Madame Klein, pour rebondir sur ce que vous mentionnez, de pouvoir de pouvoir apprendre de l'expérience, du vécu, du bagage de quelqu'un et pouvoir aussi garder une circularité et partager aussi de son expérience, puisque mon expérience n'est pas vécue par cette autre personne-là et inversement. Alors moi, je pense que le mentorat qui s'est fait de manière juste en allant à l'école, en faisant des travaux d'équipe au cégep par exemple Montpetit à Longueuil, puis de côtoyer justement l'autre. Puis c'est de là de réaliser que j'ai grandi à Côte-des-Neiges avec la diversité autour de moi, mais il n'y avait pas le dit québécois ou la québécoise dite typique ou de souche eurodescendante. Et arrivé sur la rive sud par la suite, mais c'est de réaliser qu'à l'inverse, mais il y a plusieurs personnes qui ne sont pas confrontées à la pluralité Oui, ethnoculturelle de religion, etc. Alors moi, c'est ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir apprendre puis de défaire certains schèmes de pensée, des paradigmes, et puis de oui. voir que ben, on a tous une mission en commun, mais comment est-ce que ça peut être ça le socle et d'utiliser les différences davantage comme étant du carburant qui nous propulse que des facteurs un peu plus limitatifs en tant que tel. C'est intéressant. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue en préparation avec Madame Klein. On parle de eurodescendants. Madame Klein, vous avez évoqué la langue. Donc, on a une question dans le chat. Quelqu'un qui veut savoir si la langue est une barrière. Bon, on sait que la langue est une barrière. Donc, si on parle pas le français, puis c'est difficile de s'intégrer au marché du travail au Québec parce que c'est prioritairement le français. Mais Madame Klein, vous nous avez mis la puce à l'oreille sur une autre barrière de langue pour les personnes qui parlent le français, qui viennent ici, qui ont certaines attentes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer pour notre auditoire? C'est clair que finalement,
venant par exemple de France en particulier, mais aussi de Belgique, enfin de pays francophones finalement, et arrivant au Québec, beaucoup croient et on est souvent comme ça, oh ben oui, on parle français finalement, donc on va souvent conclure qu'on pense de la même manière. Or, en fait, au-delà de l'incompréhension qui peut être générée par la simple langue, par l'usage de certains termes ou de certaines expressions, finalement, on a une incompréhension qui peut être non pas liée à la langue elle-même, à la façon dont on dit les choses, mais, euh, mais finalement à notre attitude générale et à même un schéma de pensée, pour reprendre ce que disait Joël, finalement, qui n'est pas du tout le même. Parce que c'est évident que le schéma de pensée, finalement, nord-américain, puis au Québec, on a beau effectivement être considéré comme un petit groupe singulier au sein du continent nord-américain, mais en définitive, le schéma de pensée, il est quand même assez largement nord-américain. Alors, puis c'est réellement différent finalement de celui qu'on apporte avec soi finalement quand on immigre, par exemple, de France, hein. Oui, oui, donc ça peut jouer des tours. Oui, oui, effectivement. Et puis, si vous me permettez, Madame Boungia, j'aimerais rebondir sur la question, est-ce que le point de vue disons, atome crochu ou point de repère par rapport au fait de parler la même langue. Mais là, on voit qu'il y a peut-être une culture associée à une langue qui peut diverger. Est-ce que de faire du mentorat pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, à s'inclure, est-ce qu'il y a une plus-value à ce que la personne mentor, mentoreux, soit quelqu'un qui a vécu l'immigration, ou est-ce que quelqu'un dit d'ici peut aider, avoir une façon qui peut aider à l'intégration, ou est-ce que le fait d'être, je suis une femme, je suis mentoré par une femme, mais il y a sa plus-value, je suis une immigrante, je veux être mentoré par une personne qui a vécu l'immigration, est-ce que ça ajoute quelque chose, ou est-ce que c'est le facteur humain de se sentir allié et d'avoir une cause commune qui peut être mise de l'avant, ou est-ce qu'il y a un socle, un fondement qui aide davantage de compréhension? Mais oui, je pense qu'avoir un mentor ou une mentor qui a vécu une expérience, moi j'appelle ça l'expérience de l'immigration, ça emmène c'est un plus dans la relation. Et puis, mais juste avant d'y revenir, je veux simplement aussi souligner, mentionner au monde que c'est possible d'avoir plusieurs mentors. Faut pas voir le mentor comme juste une personne à temps plein. C'est possible d'avoir plusieurs mentors en même temps sur même des sujets différents. Donc, pourquoi pas combiner des mentors qui sont des Québécois qui ont grandi ici, puis des mentors aussi de dehors, pardon, des mentors venant de l'extérieur. Ça emmène une pluralité des perspectives. Mais moi, dans mon cas, qui mentor des gens, des nouveaux arrivants, je trouve que mon profil, qui est immigrante, d'immigrant diplômé d'ingénieur aussi en France, ça leur apporte vraiment un plus. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mentoré du monde qui sont, tu sais, c'est des personnes formidables, elles ont une personnalité incroyable. Je dis, moi, si j'avais des emplois, je les embaucherais dès demain. Mais ce qui est important pour elles, ce que je leur dis, c'est, vous avez tous les diplômes, là, moi, j'ai rien à vous apprendre. Par contre, vous êtes ici, faut faire un effort pour adapter votre identité professionnelle à la réalité du Québec. Et ça rejoint un petit peu, ça rejoint ce que dit Catherine, sur les termes qu'on utilise ailleurs, c'est pas les mêmes ici. Puis je vais juste donner une image pour simplifier un peu, pour les gens qui nous écoutent là. C'est comme si on a une boîte à outils. Notre boîte à outils, c'est nos diplômes, c'est notre expérience à l'étranger, etc., etc. Mais dans votre boîte à outils, là, quand vous la présentez aux employeurs dans les entrevues, au lieu de parler de drill, comme on dit ici, vous avez dit, ah, j'ai une perceuse. Au lieu de dire, j'ai un couteau à lame, qu'on vous comprenne ici, ah, j'ai un cutter. Euh, Au lieu de parler de tape, j'ai un ruban à mesurer. Donc, oui, vous avez tous les outils dans votre boîte, mais on ne comprend pas à quoi ça sert ici. Puis, c'est pas la société qui va s'adapter. La société, elle est tolérante. La société québécoise, canadienne, elle est vraiment tolérante. Mais c'est à vous de faire l'effort d'adapter votre profil pour qu'on vous comprenne. Et je sais, puis je parle avec beaucoup de, quand je parle au monde avec beaucoup d'empathie, je dis, regardez, moi j'ai vécu l'expérience, je sais que c'est difficile, on a quitté nos pays, nos racines, on a parcouru des milliers de kilomètres pour être ici.
les démarches, c'est très compliqué. Donc, quand on arrive, on se dit, ben, pourquoi je dois faire cet effort-là? Puis là, ce que je dis aux gens, si vous écoutez, je sais que c'est difficile, mais faites encore cette extra mile, là, comme on dit, de comme juste réadapter votre identité professionnelle. C'est pas de la changer, réadapter-la pour qu'on la comprenne mieux. Puis ça, votre intégration va être plus facile, ça va être plus facile dans les recherches. Allez vous renseigner sur c'est quoi les équivalences, c'est quoi les termes qu'on utilise ici ou dans votre domaine. Et juste un petit exemple là, parce que je ne suis pas dans la mécanique là, j'adore le bricolage, mais un exemple beaucoup dans mon domaine, par exemple en Europe ou dans des pays en Afrique aussi qui calquent souvent sur l'éducation en Europe, on va parler par exemple de maîtrise d'ouvrage. Ce terme-là n'existe, c'est pas un terme qu'on utilise ici au Québec. Donc, renseignez-vous. Peut-être ici, on parle d'analyse d'affaires, d'architecture d'affaires. Donc, faites cet effort-là. Je sais que c'est difficile parce qu'en même temps, on a des vies personnelles, etc., etc., des parcours de vie différents. Mais il faut faire cet effort d'adapter votre identité professionnelle. L'adaptation, c'est pas ce que l'être humain veut forcément faire. Par contre, les bénéfices, ceux qui acceptent de s'adapter, bon, c'est eux qui avancent le mieux. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec vise, bon, là on est presque au mois de novembre, mais l'année dernière, ils ont annoncé viser 50 000 immigrants pour l'année 2023. Dont 30 000 des travailleurs qualifiés. Okay? Donc, restons dans cette catégorie-là, 30 000 personnes. Okay? Est-ce que, et on est bien d'accord jusqu'ici que l'emploi est un ancre de bien-être, de quand on arrive, bon, mettons que s'ils viennent sous ce chapeau-là, c'est pour travailler. Comment est-ce qu'on peut assouvir aux besoins? Alors, je m'attends, vous n'êtes pas les premiers ministres de la province, je n'attends pas avec une réponse définitive, mais c'est le temps de brainstorming. Quelles sont vos idées folles? Madame Klein. Mais en fait, d'abord, si on réfléchit bien, hein, un premier emploi, c'est juste le tout début, en fait, hein, d'une intégration professionnelle, puis qui va prendre plusieurs années, hein, peut-être au moins 3 à 5 ans selon les personnes, en fait, avant de commencer à se sentir vraiment à l'aise, finalement, hein, dans la société, dans le milieu professionnel ou la société en général, finalement. Moi, je crois qu'un des vecteurs, c'est quand même toutes les belles associations existantes. Et moi, je suis convaincue déjà qu'on a là un bassin finalement d'aide, et puis dans lequel je pense le gouvernement a intérêt finalement à investir. Vous parliez de l'hirondelle tout à l'heure depuis 1978. Ça en fait quand même un beau bagage franco-génie pour les ingénieurs et scientifiques issus de la migration. Toutes ces associations, il y en a beaucoup, beaucoup finalement, hein, elles ont finalement déjà beaucoup, beaucoup d'expérience et de capacité généralement à offrir de l'aide. Je pense que à leur tour, il faut qu'elles soient aidées davantage. Ça peut être effectivement plus de moyens pour qu'elles soient capables encore de mieux accompagner puis de faciliter l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants. Parce qu'une intégration réussie, quand même, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée pour le Québec. Puis c'est aussi tellement une grande satisfaction pour chaque individu. Quand il se sent bien à l'aise finalement dans Tout le à fait. milieu dans lequel il travaille et il vit, ben, ça va être une réussite partagée finalement, gagnant-gagnante. Oui, absolument, absolument. Une entreprise qui fait venir quelqu'un, qui les recrute, qui passe les entrevues, qui signe le contrat d'embauche, qui négocie, signe, tu sais, leur donne leur ordinateur et un crayon, puis après qui part sans aucun onboarding, tu sais, on fait plus ça. On comprend que c'est complètement inutile puis une perte de temps. Alors, c'est aussi ridicule de le faire avec les immigrants qu'on fait venir à grands coups pour eux et aussi pour l'administration, venir ici, puis après, bon, alors, donc oui, effectivement, je suis absolument de votre côté. Madame Boungia, vous qui êtes experte dans la technologie financière, c'est un grand saut. On parle de technologie financière, c'est complètement un autre bête, la technologie d'intégration, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire avec la technologie pour aider ces 30 000 personnes à trouver pied?
Oh, c'est certainement, je pense qu'il y a plusieurs aspects là de l'intégration. Ça peut être au niveau des technologies, ça peut être au niveau, vous savez, au niveau de la santé, de l'éducation, comment fonctionne la société en général. Je pense que c'est le mentorat, ça s'adresse vraiment aux aspects professionnels, mais c'est des aspects aussi qui sont importants. Donc, il y a énormément de choses au niveau de la technologie qui pourraient être faites, mais je voulais juste rebondir sur l'aspect politique, un peu les politiques, parce que vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que le mentorat, c'est un allié invisible et ignoré de l'intégration professionnelle. Euh, Comme on dit, un citoyen qui rejoint la société, c'est important qu'il contribue à l'économie, qu'il crée de la richesse. Et c'est important et le mentorat, c'est y contribue. Donc, je pense qu'un gouvernement du Québec devrait investir aussi dans le mentorat, au même titre que la francisation. C'est un vecteur de réussite, d'intégration. Maintenant, la forme que ça pourra avoir concrètement, là, ça peut prendre du temps. Là. Est-ce que c'est mettre à jour des programmes existants? Est-ce que c'est créer des nouveaux programmes? Ça, je ne le sais pas. Mais comme on dit, on a un super écosystème ici au Québec d'organisation dans le mentorat, Francogénie, Mentorat Québec. Pourquoi ne pas, par exemple, je lance une idée là, mais peut-être faire une table de concertation sur le mentorat avec ces organismes-là, avec peut-être aussi des chambres de commerce qui pourraient aider et qui pourraient aider le gouvernement justement à conseiller le gouvernement sur des programmes qui pourraient être mis en place. Donc, j'aime beaucoup l'idée, on brainstorm là, mais le rôle du politique, c'est vraiment important. C'est ça qui apporte, qui investit, c'est ça qui va catalyser aussi les acteurs là, du mentorat. Justement, il devrait avoir un service clé en main. Dès qu'on arrive à l'aéroport, à la douane, on te match avec quelqu'un. Il y a déjà un listing de gens qui seraient prêts et preneurs, preneuses à venir aider à l'intégration et à l'inclusion. Et puis, autant d'un point de vue professionnel, social, climatique aussi, de comprendre l'hiver, de comprendre le froid, comment l'appréhender, ça rentre là-dedans aussi dans ce mentorat, parce que c'est une chose d'attirer les gens, c'est une chose de les retenir, mais c'est une autre chose de les faire fleurir dans le bassin social et de faire en sorte que l'expérience humaine, l'enracinement se fasse convenablement et autant, pas uniquement de manière calculée, mais aussi de manière ressentie, de savoir qu'on se sent à sa place, qu'on se sent bien ici, puis qu'on n'est pas nécessairement en conflit avec, disons, les façons de faire du terreau qui pourrait s'avérer fertile ou aride si on n'en prend pas soin, si vous me permettez la métaphore. Alors, le temps file, mesdames et messieurs, on va arriver à notre période. On avait plein d'autres questions qu'on aurait pu poser, mais justement, c'est dans cette optique de pouvoir mettre faire une petite mise en bouche. Et si c'est quelque chose qui vous a plu, il y aura un sondage qui va apparaître à l'écran dans un petit moment. On va vous inviter à pouvoir nous mettre des suggestions. Si jamais c'est quelque chose que vous voudriez, un sujet que vous voudriez qu'on approfondisse davantage avec nos deux panélistes, ça vous fera plaisir de pouvoir vous entendre à cet effet. Jennifer, je pense qu'on avait déjà une question. Est-ce que tu pourrais nous mentionner la question qui a été mise dans le chat, s'il te plaît? Oui, oui. Et puis, avant de venir à la question dans le chat, je vais vous dire que la table de concertation, on a notre première participante, donc Valérie Danger de Réseau Mentorat, s'est levée la main. Yes! C'est une excellente idée. Je suis d'accord, Valérie. C'est super. Alors, oui, donc, une question qu'on nous a transmise avant même la mise en entrée de cette exploration. Madame Bungia, on a parlé d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose qu'on lit entre les lignes de votre description de votre travail. Pour vous, je crois que c'est un élément important. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Comment est-ce que ça se manifeste pour vous dans la relation mentorale et ailleurs et en quoi ce serait important? Oui, alors je vais essayer de résumer parce que c'est quand même un gros concept, en tout cas pour moi, qui a transformé vraiment ma vie professionnelle. Donc, j'encourage vraiment les personnes à aller vous documenter sur ça, l'intelligence émotionnelle. Mais pour résumer un peu, l'intelligence émotionnelle, c'est en fait la capacité à analyser, comprendre, à gérer ses émotions, mais également les émotions des autres. Ça permet vraiment de développer déjà une meilleure conscience de soi-même là, comme individu, développer aussi de l'empathie vis-à-vis des personnes, puis de développer au sens large des compétences sociales. Puis beaucoup d'employeurs de nos jours, des employeurs, des leaders, ils vont valoriser beaucoup
ses compétences plutôt sociales ou autant que les compétences techniques. Et moi, dans mon relation de mentor ou de mentoré, parce que je suis également mentorée, là, les deux bords, c'est vraiment important pour moi de me mettre à la place de l'autre, parce qu'on vient tous avec un bagage plus ou moins lourd, un passé plus ou moins difficile. On vient tous aussi avec des rêves qui sont plus ou moins réalistes, plus ou moins audacieux. Puis l'intelligence émotionnelle, pour moi, ça permet d'avoir une approche mentorale vraiment personnalisée avec mes mentors, mes mentorés ou mes mentors. Pas personnel, vraiment personnalisé. Ça rend les échanges riches. On apprend des deux bords, on apprend d'autres cultures, on apprend d'autres vécus, d'autres expériences. Donc, l'intelligence émotionnelle, là, vraiment, on pourra en faire un sujet la prochaine fois. Mais c'est intéressant, Madame Mounja. Vous travaillez dans dans la digitalisation, la technologie financière. Madame Klein travaille dans le génie. Ce sont pas des domaines, ce sont des domaines techniques. On ne pense pas à les associer à l'intelligence émotionnelle. Madame Klein, est-ce que vous accordez la même importance dans la relation mentorale? Dans la relation mentorale, bien sûr, puis pas seulement, effectivement, comme disait Catherine, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est un facteur clé de la communication, tout simplement. Puis, effectivement, quel que soit l'endroit où on est, en entreprise, bien sûr, mais ailleurs, dans d'autres domaines aussi de la vie, euh, pouvoir effectivement comprendre davantage. C'est ce qui nous permet de comprendre davantage finalement les points de vue, les émotions de l'autre, puis de dialoguer, d'établir finalement un vrai dialogue, quoi, un vrai échange. Alors, oui, j'accorde tout à fait beaucoup, beaucoup d'importance aussi à ça, tous Oui, les jours. oui, oui, oui. Donc, c'est ça toute la nuance du mentorat, hein. On a une question dans le chat par rapport à la reconnaissance des diplômes et des compétences. Je veux dire, on est, en tant que mentor, vous ne pouvez pas gérer la reconnaissance des aspects techniques comme ça, mais vous pouvez gérer tout ce qui vient autour de composer avec cet aspect de l'intégration qui est vraiment pas souvent très agréable, n'est-ce pas? Qui peut être coûteux, douloureux, long, ennuyant. En fait, on a aussi la possibilité justement, et quand on a l'expérience ou la connaissance, d'orienter au moins, d'essayer d'orienter finalement dans ce parcours-là. Alors, oui, on n'a pas la capacité de se substituer, mini même parfois d'accélérer, comme vous le disiez, un parcours qui est souvent complexe, mais au moins de partager l'expérience et puis des fois d'aider un petit peu les personnes qui ont ce parcours à faire là en leur donnant quelques petites indications qui vont être utiles, qui vont permettre des fois de ne pas perdre trop de temps justement dans la reconnaissance, dans le montage d'un dossier. En fait, par Oui, exemple, pour la reconnaissance, par exemple, hein, de diplôme ou absolument. de Puis capacité professionnelle, ouais. Oui, puis c'est là où vous aidez ces personnes-là à construire un réseau parce que c'est quelque chose dont on n'a pas souvent conscience quand on grandit dans un certain environnement. On ne prend pas conscience de l'étendue de notre réseau. On le prend comme pour acquis. Alors que quand on est expatrié, j'ai déjà été expatrié, puis on n'a pas de réseau, on se rend compte que des petites astuces comme ça, on les a pas. Donc, le mentor vient complémenter ou remplir ces cases vides, si on veut, ce qui est essentiel. Ça nous, on les prend pour acquis, mais du moment qu'ils ne sont pas là, ça devient très difficile de fonctionner. Parce que tout n'est pas écrit sur le site web de l'équivalence de diplôme, par exemple. Exact. Et puis, histoire de garder un œil sur notre temps, mesdames, j'aurais juste une petite question ouverte, un peu pour faire écho à ce qui vous avait été mentionné par Jennifer. Vous, en tant que personne ayant immigré au Québec, ce serait quoi le truc ou astuce que vous avez retenu qui vous aide encore aujourd'hui, qui vous percute, que vous voudriez transmettre? En tant que personne ayant vécu l'immigration, comment est-ce que le mentorat
vous a été bénéfique, challengeant ou quoi que ce soit? Ce serait quoi, grosso modo, si en une phrase, l'apport que ça a pu avoir pour vous et puis que ça vous a incité justement à, comme j'aime le dire à la blague un peu, faire des Chantal Lacroix de vous-même et de donner au suivant. Alors, comment est-ce que ça vous a été bénéfique? Qu'est-ce que vous en avez retiré pour vouloir ainsi redonner aussi à autrui? Moi, outre l'intelligence émotionnelle, on en a déjà parlé, c'est vraiment une des choses importantes. Je dirais c'est le rythme, le tempo québécois ou canadien. Euh, Souvent, on dit au Québec, c'est la vie, elle est plus, c'est le Canada aussi, là, c'est un pays où c'est agréable à vivre, le monde, ils apprécient ça, la qualité de vie. Mais c'est un peu la même chose aussi, je pense, sur l'intégration professionnelle. C'est pas un sprint. Faut pas essayer de courir quand on arrive tout de suite, vouloir absolument faire l'équivalence de tel diplôme parce que on veut avoir rapidement cette reconnaissance-là. Peut-être qu'on peut commencer souvent un emploi dans le domaine, puis en parallèle faire des formations le soir pour avoir l'équivalent. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris de mon expérience au Québec, puis de ma vie au Québec, parce que maintenant, j'ai passé plus de temps au Québec que dans mon pays d'origine, là. Euh, prenez le temps, on est au Québec, on est au Canada, vous êtes là pour rester, j'espère, longtemps. C'est pas un sprint, faites les bonnes choses, prenez le temps de rencontrer, de vous former un réseau, mais c'est pas, tout est pas vite, vite, vite là. Si c'est pas là, faut pas se démotiver. Euh, c'est ça. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Madame Klein, puis en 30 secondes, une minute? Euh, Moi, je dirais ce que je retiens finalement de mes expériences mentorales, puis d'avoir été mentorée moi-même, je dirais c'est le retour des fois de la confiance en soi qu'on obtient de cette manière-là en définitive. Moi, mon expérience personnelle, c'est d'avoir émigré dans un contexte après-crise 2007 où l'accès au marché de l'emploi était assez compliqué finalement. Ben, finalement, mon mentor à l'époque, il m'a aidé vraiment, il m'a ouvert son réseau, il m'a aidé complètement à valoriser la transférabilité de mes compétences passées, etc. Enfin, et finalement, il m'a redonné de la confiance en moi. Alors, je crois que le mentorat pour ça, c'est souvent un vecteur pour retrouver la confiance en soi. Puis c'est d'ailleurs ce que disent souvent beaucoup des personnes que j'ai mentorées aussi, là, en fait. Alors, confiance en soi, inspiration à travers l'intelligence émotionnelle, de pouvoir se créer un réseau, c'est toutes les bonnes choses que le mentorat peut apporter à nos personnes nouvellement arrivées. Vous avez vu apparaître à votre écran un sondage qu'on vous invite fortement à remplir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et puis, justement, avant de pouvoir nous quitter, on aimerait remercier encore de plus belle nos deux panélistes, soit Madame Catherine Boungia, fondatrice de Strategy 6 et mentor chez l'Hirondelle, et Madame Catherine Klein, analyste en finance et mentor chez Franco Génie. Et puis, encore une fois, un clin d'œil au secrétariat de la condition féminine pour le financement qui rend les activités de l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec possible. Un outil de synthèse aussi vous sera envoyé par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Et puis, pour celles et ceux qui ont déjà soit quitté, ben, le sondage aussi, vous pourrez nous faire part de vos commentaires, suggestions. Et en y répondant, vous pouvez courir la chance d'avoir une rencontre, que ce soit de parler de mentorat avec Jennifer Petrella, l'experte en mentorat, ou moi-même en inclusion diversité, tout dépendamment du choix que vous décidez de faire. Et puis, on vous invite encore une fois fortement à devenir membre de l'espace membre de Mentorat Québec et puis d'avoir accès à la panoplie d'activités, dont les explorations à venir. À noter celle du 29 novembre, le mentorat dans la francophonie. Comment est-ce que, à travers une langue, justement, et c'est quoi les différences culturelles, même si on parle une langue commune. Et puis, le mentorat pour les femmes en politique qui sera diffusé le 14 décembre. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Et puis, si vous êtes intéressé à commanditer aussi une exploration, écrivez-nous à l'adresse de l'accélérateur à commercial mentorat Québec en un mot.org. Et puis, la célébration du mois du mentorat aussi arrive à grands pas, soit le 31 janvier 2024 avec le forum du mois du mentorat en présentiel. Alors, parcours d'accompagnement aussi pour l'élaboration, l'édification
d'un programme de mentorat à vocation inclusive, nouvelle cohorte au printemps 2024. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous faire signe. Encore une fois, ça fait plaisir de pouvoir relancer le bal des séries d'exploration pour cet automne et avec ma collègue Jennifer Petrella, experte en mentorat, ainsi que moi-même, Joël Marouège, en espérant que ça vous ait plu. Alors, vous avez le sondage justement à cet effet pour commentaires, suggestions et plaintes. On est ouvert, on est toujours dans une sphère d'amélioration continue, comme le mentorat. On veut constamment s'améliorer en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que personne à part entière, nous sommes tous des êtres humains avant toute chose, peu importe les chapeaux multiples qu'on peut être appelés à porter. Alors, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Bon fin de lunch, bon début de lunch pour ceux qui ont décidé de jeûner pour être absolument concentrés, focus sur la séance d'aujourd'hui. Merci encore à nos deux panélistes, mesdames Catherine au carré. Alors, Jennifer, encore une fois, merci beaucoup. Et à une très prochaine fois pour la série du 29 novembre. Merci beaucoup.